L'armée américaine a maintenant effectué une 8e frappe mortelle sur un bateau de drogue présumé d'un cartel la nuit dernière. Personne ne savait que l'océan cachait un secret si vaste qu'il défiait toute croyance. À 40 mètres sous la surface, une ville criminelle entièrement opérationnelle prospérait dans le silence, avec des couloirs remplis de travail forcé, des gardes armés et une flotte de 60 narcos sous-marins prêts à frapper les eaux américaines. Cette équipe d'agents est à la recherche de trafiquants de drogue. En ce moment, les gangs ont l'avantage. Ils s'adaptent avec de nouvelles méthodes pour échapper à la détection, y compris des sous-marins fabriqués par l'homme. Pendant des années, personne ne savait qu'elle existait. Puis, la peur au sein du cartel provoqua une erreur désespérée, révélant son emplacement. En quelques heures, les Navy Seals descendirent dans l'obscurité, traversant des chambres où chaque pièce contenait la terreur et chaque couloir portait la mort. Ce qui suivit effacerait complètement la ville. Sous la côte, la ville qui n'aurait jamais dû exister. Les premiers signes d'alerte se manifestèrent sous forme de confusion. Les radars et systèmes sonars côtiers américains commencèrent à détecter des retours répétés sous des eaux peu profondes où aucune structure humaine permanente ne devrait survivre. Les signaux étaient stables, symétriques et se répétaient avec une précision éliminant toute explication naturelle. Les roches, épaves ou formations géologiques ne pouvaient produire des motifs aussi constants pendant des mois. Les analystes signalèrent d'abord ces lectures comme anomalies, mais des scans répétés sur plusieurs plateformes confirmèrent qu'elles étaient persistantes, délibérées et sans précédent dans la région. Lorsque des mois de données sonars, thermiques et satellites furent superposées et analysées, la réalité devint inévitable. Les structures étaient grandes, rigides et conçues. De longs couloirs traversaient du béton renforcé. Des puits verticaux descendaient dans des chambres résistantes à la pression et des quais étaient précisément alignés pour des véhicules submergés. Le design suggérait une planification à une échelle rarement vue en dehors des installations gouvernementales ou militaires. Quiconque avait construit cette ville comprenait l'hydrodynamique, les tolérances à la pression et la logistique clandestine. Chaque chambre semblait conçue à cet effet, destinée à cacher des vies, de la machinerie et des opérations à 40 mètres sous la surface, totalement hors de portée de l'observation ordinaire ou de l'application maritime standard. Les capteurs thermiques ajoutaient une couche d'horreur. La chaleur variait par cycle, correspondant à l'activité humaine. Les machines s'allumaient et s'éteignaient selon un horaire, et les purificateurs d'oxygène pulsaient avec une régularité prévisible. Les pompes et ventilateurs fonctionnaient par intermittence, correspondant à ce qu'on attendrait dans des installations occupées par l'homme plutôt que dans des infrastructures automatisées ou abandonnées. Ces lectures indiquaient que des dizaines, peut-être des centaines de personnes vivaient dans des conditions défiant toute survie naturelle, submergées et isolées. La présence d'êtres humains transforma une structure mystérieuse en cauchemar vivant. Les équipes de renseignement commencèrent immédiatement à recouper les coordonnées avec des années d'affaires non résolues. Des navires de migrants disparaissaient sans envoyer de signal de détresse, et des passeurs disparaissaient sans laisser de traces de fonds ou de contact familial. Des rapports sur des réseaux de travail forcés ayant soudainement cessé d'émettre correspondaient également à l'emplacement. Des opérations entières supposées démantelées étaient encore actives sous l'eau, fonctionnant de manière invisible. Chaque affaire liée à la grille sonar révélait une exploitation systématique et délibérée de vies humaines. Le chevauchement était complet et glaçant. L'analyse ne laissait aucune place à l'euphémisme. Il pourrait s'agir de quelque chose. Peut-être un champ de débris, peut-être des évents au fond de l'océan ou un récif profond. Cela n'affecterait pas un champ magnétique. Ce n'était pas un centre de contrebande, un quai temporaire ou un entrepôt. C'était un camp de travail sous-marin permanent conçu pour exploiter, punir et effacer la vie humaine. Pendant des années, le cartel avait résolu un problème que la plupart des organisations criminelles ne peuvent pas. Le crime sans preuve. En construisant sous la mer, ils avaient créé une installation où le sonar, l'observation humaine et les patrouilles de surface étaient inefficaces. L'insonorisation, la résistance à la pression et l'ingénierie structurale soignée permettaient à la structure de fonctionner indéfiniment, protégée par son environnement. L'océan lui-même devenait une barrière protectrice pour les crimes commis à l'intérieur.
La ville restait invisible et sécurisée. Mais la peur et les erreurs à l'intérieur de ces murs allaient déclencher les événements qui exposeraient finalement son existence. La panique sous la surface, la fuite qui révéla tout. Bien avant toute action extérieure, la peur s'était déjà répandue à l'intérieur du complexe sous-marin. Les équipes du cartel remarquèrent des changements subtils mais indéniables dans les schémas de patrouille. Les balayages sonars depuis la surface restaient plus longtemps et les intervalles entre les patrouilles se réduisaient plus vite que ne le permettait la planification habituelle. De petites perturbations de la pression de l'eau et des signatures acoustiques étaient interprétées par les travailleurs comme la preuve que quelqu'un les surveillait. La direction du cartel rejeta ces inquiétudes comme de la paranoïa, mais la tension était palpable. Des gardes murmuraient dans les couloirs, des superviseurs se disputaient à propos d'instructions contradictoires et le rythme régulier des opérations commença à se rompre. Les personnes qui suivaient autrefois les ordres sans question hésitaient désormais. La première erreur majeure vint de la panique. Elle commença lorsqu'un criminel de bas rang, effrayé par le resserrement apparent de la surveillance américaine, ordonna à un narco sous-marin de se mettre en position de lancement sans autorisation. Le submersible fut chargé et scellé pour le transport avant d'être précipité dans l'eau. Sa remontée fut brève, juste assez pour évacuer la pression et corriger l'alignement de navigation, mais ces quelques secondes furent catastrophiques. Les moteurs créèrent un chemin acoustique continu et net jusqu'à la surface. C'était une trace impossible à manquer. Les stations d'écoute américaines la détectèrent immédiatement, et les analystes commencèrent à suivre l'impulsion à travers la colonne d'eau, cartographiant la ville cachée en temps réel pour la première fois. Les puits de quai, les tunnels d'accès et les centres opérationnels se révélèrent seconde par seconde. La ville submergée, qui s'était méticuleusement cachée pendant des années, était soudainement exposée. À l'intérieur de la ville, ce seul acte de surface provoqua le chaos immédiat. Les équipes de sécurité activèrent les protocoles de confinement, scellant des ailes entières pour contenir l'information. Les travailleurs piégés dans les chambres inférieures furent privés d'accès à la ventilation, forçant l'oxygène vers des zones de commandement et laissant d'autres suffoquer en silence. Les communications interceptées enregistrèrent l'effondrement de la ville avec des cris, des ordres d'exécuter les suspects de fuite, des menaces diffusées par interphone et les gémissements étouffés de personnes suppliant pour de l'air ou de la clémence. Certains compartiments se turent avant que quiconque puisse réagir. Les hommes et femmes ayant survécu au travail forcé, à la famine et à l'isolement faisaient maintenant face à la mort par asphyxie, tandis que leurs ravisseurs tentaient de maintenir le contrôle. La panique se propagea comme un feu. Les superviseurs tentèrent de rétablir l'autorité, mais la conception étroitement confinée de la ville jouait contre eux. Les couloirs devinrent des points d'étranglement. Les escaliers étaient bondés de travailleurs paniqués et la pression des systèmes d'inondation amplifiait la terreur. Le personnel blessé, certains avec des plaies ouvertes ou des signes de punitions antérieures, était piétiné ou traîné dans des chambres verrouillées. Lorsque les planificateurs américains terminèrent de cartographier la structure depuis la surface grâce aux données sonars et thermiques, le coût humain était déjà en hausse. Des gens mouraient à l'intérieur de la ville, certains exécutés, d'autres asphyxiés, d'autres encore écrasés par des portes automatiques et barrières d'urgence. Le lancement du narco sous-marin avait déclenché une réaction en chaîne d'exposition, de panique et d'effondrement du commandement interne. Le cartel n'était plus en contrôle. La structure qui avait permis l'exploitation et la traite systématique s'effondrait désormais de l'intérieur. Lorsque les premières équipes SEAL approchèrent, la ville était déjà en désarroi. La peur, la terreur et la confusion avaient affaibli la capacité du cartel à réagir. Le réseau sous-marin de tunnels, de chambres et de zones de travail était compromis avant qu'un seul opérateur ne touche l'eau. Ce qui suivit n'était pas une riposte, c'était une décision calculée et inévitable de supprimer définitivement l'ensemble de l'installation, ainsi que tous les systèmes et les personnes qui la soutenaient. L'opération Deep Six, une mission fondée sur la peur, le temps et l'absence de sauvetage. Le commandement américain ne considéra pas la cible comme un lieu pouvant être sécurisé ou nettoyé, elle fut classifiée comme infrastructure criminelle submergée conçue pour effacer preuves et personnes. L'ordre de mission était direct et final, la structure serait neutralisée complètement.
Les arrestations n'étaient pas la priorité et l'occupation impossible. L'élimination était le seul résultat permettant de réduire les dommages futurs. Chaque document de planification reflétait cette réalité. Il n'y aurait aucune présence prolongée et aucune tentative de préserver le site. La ville elle-même était l'arme et elle devait être détruite. Les équipes SEAL choisies pour la mission furent briefées dans le silence. Ces opérateurs avaient été sélectionnés parce qu'ils s'étaient entraînés dans des environnements où la moindre erreur tue instantanément. Eau profonde, visibilité nulle, couloirs étroits et sorties incertaines. Une fois à l'intérieur de la structure, les voies d'évacuation seraient limitées ou inexistantes. Si la ville s'effondrait prématurément ou se remplissait d'eau de manière inattendue, le sauvetage serait impossible. Chaque opérateur comprenait que l'insertion signifiait s'engager pleinement dans la mission, sans garantie de retour. Les véhicules sous-marins autonomes avaient déjà fourni des semaines de cartographie détaillée. Les scans révélaient plus que le plan et la structure. Ils montraient des salles de punition avec des attaches boulonnées au sol et au mur. Ils montraient des compartiments de travail scellés de l'extérieur sans possibilité de libération manuelle. Des infirmeries furent identifiées mais dépouillées de fournitures, confirmant que le traitement n'était jamais prévu. Les zones d'exécution étaient marquées par des résidus organiques sur les murs et les canalisations, indiquant des meurtres répétés sur place. Ce n'étaient pas des suppositions. Les données étaient claires et vérifiées. Lorsque les planificateurs examinèrent les scans, une conclusion sombre apparut. De nombreux travailleurs à l'intérieur de la ville étaient déjà morts ou mourants. La privation d'oxygène avait commencé après les confinements et certains compartiments montraient des signatures thermiques en chute et aucun mouvement. D'autres révélaient des mouvements frénétiques qui s'arrêtaient soudainement. Plusieurs zones scellées ne pouvaient être ouvertes sans provoquer des variations de pression susceptibles de faire s'effondrer des sections entières. Les ingénieurs confirmèrent que forcer l'entrée dans ces zones pouvait tuer tous ceux à l'intérieur, y compris les SEALs. Ainsi, une mission de sauvetage fut écartée dès le départ, non par indifférence, mais à cause de la physique et du temps. Les briefings n'adoucirent pas cette vérité. Les opérateurs visionnèrent des images en direct et enregistraient des compartiments perdant leur oxygène. Ils virent des personnes s'effondrer sur les flux thermiques. On leur expliqua directement que certaines vies ne pouvaient être sauvées et que l'hésitation ne ferait qu'augmenter le nombre de morts. Le poids de cette connaissance pesait lourd dans la pièce. Personne ne discuta, comprenant qu'entrer dans la ville signifiait assister à des souffrances qu'ils ne pouvaient arrêter. La peur était présente des deux côtés de l'eau. Les travailleurs piégés à l'intérieur suffoquaient, étaient blessés et exécutés, tandis que le contrôle s'effondrait. En même temps, les SEALs se préparaient à descendre dans un lieu conçu pour piéger et effacer des humains. Ils vérifièrent leur équipement à plusieurs reprises, sachant que l'échec signifiait la noyade ou l'enfermement dans un cercueil d'acier. Puis l'entraînement prit le dessus là où l'émotion devait s'effacer. Lorsque l'insertion commença, il n'y eut aucune confusion sur l'issue. La ville ne serait pas récupérée. Elle ne serait ni nettoyée ni étudiée sur place. Elle serait effacée pour empêcher toute remise en fonctionnement. Le calendrier de la mission était serré car la structure était instable et des vies se perdaient déjà à chaque minute. Chaque opérateur entra dans l'eau en sachant que la survie dépendait de la rapidité, de la discipline et de l'acceptation que certains horreurs ne pouvaient qu'être terminées, pas défaites. Avec les équipes descendant et la ville déjà en effondrement interne, l'opération passa de la planification à l'action irréversible, et le destin de la structure fut scellé.